Il est rare que je développe un argumentaire en 5 minutes, c'est le temps qu'on m'a accordé, donc je m'y plie. Donc je vais, parmi plein de quantités d'enjeux que nous pourrions explorer ce matin, notamment d'un point de vue philosophique, je vais m'en tenir pour répondre obliquement à votre question, monsieur, Merci. à 3 enjeux qui me paraissent décisifs. Je le dis bien parmi d'autres enjeux. Jusque-là, dans le large champ de la santé, il y avait une partition des rôles, des compétences, depuis le milieu, en gros, du 19e siècle jusqu'à très récemment, extrêmement bien déterminée. Je veux parler d'un premier cercle qui comprend les médecins et les hôpitaux dotés de la compétence de la consultation, de la compétence de prescrire des examens, de la compétence d'établir des diagnostics et de la compétence d'établir des prescriptions. Dans un deuxième cercle, les métiers de la pharmacie, qui sont dotés de la compétence de concevoir et de fabriquer des molécules et des substances médicamenteuses. Dans un troisième cercle, pour faire très rapidement, l'industrie du matériel médical. Ce sont des strates successives qui ne se confondent pas. Et dans une quatrième et dernière strate, à très grands traits, je pense à l'industrie du paramédical et des produits de bien-être. Alors, ce qu'il se passe aujourd'hui, depuis très peu de temps, c'est une forme d'hybridation entre ces 4 strates distinctes. Et plus qu'une hybridation, par notamment l'extension, ce moment que nous vivons actuellement, ce moment décisif technologiquement et économiquement que nous vivons, qui voit l'émergence massive des capteurs sur toutes les surfaces de la réalité, et notamment des corps sur les corps, et de l'intelligence artificielle, c'est l'industrie numérique qui aujourd'hui veut s'ériger comme, et je pense particulièrement à Google et à Apple, qui veut s'ériger comme les acteurs qui vont pouvoir donner le là, qui vont pouvoir exploiter, s'inscrire le long de cette chaîne des compétences jusque-là distinctes que j'ai évoquées. Alors, de quelle façon, à très grands traits? La première, en ayant une connaissance du comportement, du comportemental. Et pas seulement par les bracelets connectés, par les données de toutes sortes. Les données générées au sein de nos domiciles, les données générées au sein de nos voitures sans pilote, qui est le prototype industriel qui induit parmi les plus gros investissements financiers aujourd'hui. Je rappelle que la voiture sans pilote est un organe d'analyse des comportements, mais aussi d'analyse des flux physiologiques. Je ne suis pas dans la fiction, j'ai lu des choses très précises sur l'analyse de la sudation, l'analyse auprès des sièges, enfin procédée par les sièges, d'analyse des traits du visage par des logiciels ad hoc. Donc de vouloir, les grosses industries du numérique et Google au premier plan, de vouloir collecter quantité de données et de s'adjoindre des compétences médicales, de s'adjoindre des compétences biologiques, de généticiens également, et de proposer d'abord des solutions thérapeutiques, mais également de monétiser ces informations, ces données, au profit de start-up qui, j'ai entendu parler de Health Valley, mais les start-up, je veux bien croire, alors là, nous n'avons pas le temps de développer, mais je veux bien croire qu'elles peuvent proposer des solutions qui varient, qui oscillent d'une façon extrêmement indéfinie entre le médical et le paramédical, et qui engagent, comme cette relation ininterrompue que veut entretenir les industries du numérique avec chaque individu de façon à ce qu'il y ait un lien continu, de la suggestion continue et de la proposition de solutions continue, les startups dans la médecine, ne nous y trompons pas, c'est un seuil qui s'opère dans la marchandisation à terme intégrale de la vie, et notamment la marchandisation de la médecine. Alors maintenant, je vais vite, en très peu de temps, parce que il est très rare d'avoir que 5 minutes, peut-être les ai déjà dépassés, mais je vais parler maintenant avec vous, en quelques minutes, d'un des organes les plus emblématiques des développements technologiques actuels. Je veux parler de Watson d'IBM. Alors lui qui regroupe 3 fonctionnalités qui m'intéressent et qui devraient nous intéresser. Je veux parler d'abord de l'organe d'apport informationnel et de synthèse informationnelle qu'il permet de lire, de synthétiser
je vais dire une infinité, alors un grand volume, une infinité virtuelle d'articles scientifiques qui permet leur indexation, donc une visibilité de quantité d'informations, qui permet de mesurer l'évolution de foyers d'infection, les effets secondaires de quantité de molécules, rapportés à des profils singuliers, qui permet de mesurer l'efficacité de certaines substances d'un point de vue individualisé. Donc sur cela, c'est qui peut dire qu'il ne s'agit pas là d'une fonctionnalité qui, en théorie, semble qui paraît éminemment vertueuse. La deuxième fonctionnalité commence à être déjà un peu plus problématique avant d'arriver à la troisième. J'ai très peu de temps, mais j'essaie de courir au galop là avec vous. La deuxième fonctionnalité, c'est l'aide au diagnostic. L'aide au diagnostic, peut-être avez-vous entendu parler d'une équipe américaine qui, par un système d'intelligence artificielle, a identifié des tumeurs cancéreuses, semble-t-il. Qui peut dire qu'il s'agit là d'une vérité alors que des dermatologues ne les avaient pas identifiées? Car c'est la question de la vérité qui va se poser, question éminemment foucaldienne de Michel Foucault. La vérité, quel est le statut de la vérité de l'intelligence artificielle, de ces systèmes? Moi, je pense qu'il va falloir faire opérer des contre-diagnostics à des contre-systèmes, c'est-à-dire faire jouer une variabilité de systèmes si nous allons vers une médecine, enfin une tendance à l'aide du diagnostic par des systèmes. Je passe, parce que je vais y revenir dans quelques instants sur un enjeu majeur pour conclure qui me paraît décisif. La troisième fonctionnalité, alors là vous le reconnaîtrez, je pense, tous avec moi, qu'il s'agit d'un point fort problématique, à tout le moins, c'est que de plus en plus, Watson d'IBM a tendance à s'ériger, c'est le cas aux États-Unis, comme un organe de prescription. Comme un organe de prescription. Alors vous savez, la question nietzschéenne, qui parle? Qui parle quand je parle? C'est moi, c'est la société, c'est ma grand-mère, qui parle? En sachant que les systèmes sont des boîtes noires, qu'il y a ce que je nomme dans mon petit jargon tout simple, de l'invisibilité du computationnel. Ce n'est pas du tout complotiste, c'est structurel. Dans les bases de données, il y a des choses qui sont opaques, qui échappent à la visibilité humaine. Donc que des systèmes, en sachant qu'il peut y avoir des jeux d'achat, de mots-clés, des enchères, je veux dire, là s'opère une sorte d'immixtion, d'introduction, de façon extrêmement sournoise du régime privé, dans la compétence qui est dévolue aux hôpitaux et aux médecins, celle du diagnostic. Alors, je vais terminer, parce que je vous sens un petit peu impatient. Vous sentez, hein? Et que j'ai très peu de temps, on aurait pu développer plus longuement, mais vous avez compris que l'exercice est contraint ce matin. Je nous pose une question que je me pose actuellement, depuis quelques mois, de façon assez soutenue, je vais dire, la question du tri. La question du tri. Je veux dire, je nous pose la question, avons-nous le droit, pouvons-nous nous donner le droit, n'avons-nous pas le devoir d'opérer des tris? Vous savez que relativement au développement du numérique, on a tendance à évoquer la sempiternelle équation, avantages, inconvénients, et puis une fois qu'on dit ça relève des avantages, ça relève des inconvénients, les choses continuent. Moi, il me semble bien plus opportun, et ça ouvre bien plus le champ à l'action, de dire, là il y a des hypothèses, là il y a des fonctionnalités, là il y a des trajectoires qui nous semblent bienvenues, comme celle par exemple, de l'organe de l'information de Watson, entre autres points. Eh bien là, ensemble, et par une évaluation, par une expertise non intéressée, je vais dire, eh bien, on admet qu'il y a des fonctionnalités qui sont bienvenues. Et puis quand je pense à la prescription, quand j'ai évoqué la prescription, de signaler des points qui peut-être non seulement ne sont pas bienvenus, mais qui peuvent faire l'objet d'un refus, de dire ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Le tri. Le tri relève la logique du tri, c'est-à-dire de sélectionner, suppose l'action. Suppose l'action. Alors je vais terminer en disant, mais qui peut agir qui peut agir? Est-ce qu'on peut compter sur les ingénieurs? Certainement pas. Est-ce que les ingénieurs sont capables de faire le tri? Certainement pas, qui sont pris par la virtualité de la technique et qui vont là où la technique ouvre des perspectives de conception et d'innovation, entre guillemets. Les entreprises, je vais très vite, j'ai dépassé le temps, certainement pas. Certainement pas, on ne peut pas compter sur les entreprises. Et alors, sur les politiques, non. Non. Mais qu'est-ce qui reste, Eric? Non, alors j'ai deux petites pistes. Sur les politiques, non. Il est étant entendu que l'industrie de la donnée et des plateformes
représente l'horizon économique radieux de notre temps et indépassable, ce que j'ai nommé la siliconisation dans mon dernier livre, et que même le législateur fait tout pour soutenir la radieuse et lumineuse économie de la donnée, dont un des plus grands apôtres en Europe, et tant mieux qu'ils aient été élus plutôt que Marine Le Pen, mais en tout cas un des grands apôtres est Emmanuel Macron en France, d'où je viens, donc je suppose qu'il va soutenir ardemment, et notamment par des arsenals législatifs, ce que je décris là, et d'un point de vue indifférencié, c'est-à-dire sans faire le tri, l'économie de la donnée et des plateformes. Les médecins, alors voilà, je n'ai plus que 2 questions et je termine. Les médecins, eh bien ce devrait être le cas. Ce devrait être le cas. Les médecins devraient pouvoir être agissants, au sens politique de terme, et se donner individuellement et collectivement le pouvoir d'évaluer. Mais d'évaluer, ça ne veut pas dire on évalue, et puis une fois qu'on s'est réunis, on retourne dans nos cabinets. Non, d'affirmer par des chartes, par des actions, le refus de certains protocoles. Le refus parce que ça brave certains principes historiques sur lesquels nous continuons de vivre et qui ont une valeur. Et ce n'est pas au régime privé de bousculer des principes sur lesquels nous vivons et dont la valeur demeure. Et il revient aussi, au nom de principes fondamentaux qui nous constituent, humanistes dans nos sociétés européennes et dans les social-démocraties, à la société civile, par l'enlightenment, l'éclair, je ne sais pas comment on peut dire, nos lumières que nous pouvons nous créer, de dire, moi je tiens à la relation sensible au médecin, ce que devrait aussi dire le médecin, je tiens au maintien de certaines de compétences, excusez-moi j'avais oublié ce point-là, les médecins doivent affirmer la valeur de certaines compétences, quels que soient les développements technologiques, notamment la défense du sensible, notamment la défense d'une intuition qui échappe à la dimension réductionniste qui est à l'œuvre. Je n'ai pas le temps de développer ça, je n'ai pas le temps, qui est à l'œuvre dans les systèmes, c'est-à-dire qui dénie toute une dimension de l'existence, que le médecin, dans la relation médecin et patient, peut être à l'œuvre. Et donc, je pense pour ma part que c'est aux médecins et à la société civile dans son ensemble, de faire valoir quoi, pour terminer? Parce que je vois bien que là... Il faut bien qu'il fasse valoir quelque chose. Pour faire valoir quoi? Pour faire valoir... Je n'ai pas terminé, je vois bien que vous applaudissez pour me faire interrompre, mais juste pour... Je tiens à ma petite conclusion d'une seconde. Pour faire valoir, face au développement technologique, face à la volonté effrénée de l'industrie du numérique, du régime économique, de donner le là du champ de la santé comme jamais historiquement, c'est aux sociétés et à toutes les forces de la société civile de faire valoir leur droit à la politique, c'est-à-dire au droit naturel de se déterminer librement et individuellement relativement à des phénomènes qui nous regardent et qui font partie et qui déterminent le cours de nos sociétés. Merci pour votre attention. Merci Éric Sadin. Bravo. On a senti la difficulté à aller aussi vite, mais je crois qu'on a compris votre message. Goulag, c'était un peu fort. Oui, c'était fort. Préoccupation, il y a. Efi Vaiana, you do speak French, but you will speak English, so you understood, I guess, what Éric Sadin just said. What's funny? Good luck. What did you hear of his fear? That would be the question. So, and if you could keep the timing, it would be better for me. I know. Well, thank you for that, and thank you for listening to me in English, but I think you won't regret that. French would be bad. I've earned a reputation of optimism, I think, because I have a slightly different take, specifically about what's happening in health, and I'll try to explain to you in less than 5 minutes why I'm slightly more optimistic. I think what's happening right now, we saw it throughout the day, is that we are in a form of transformation, in a phase of transformation. There's a lot of powerful technology that can be applied in health. It comes from actual at the molecular level, and it comes also from computational and the rest that makes us feel a lot of pressure about what this is going to do to our societal values. And part of the question I was supposed to defend is how our societal values are put under pressure. Now, when our societal values are under pressure, I don't feel so bad about it. I think it's actually a good sign, maybe a sign of progress. If you think about it, some societal values a few years ago would have prevented me from sitting in this panel just because I'm a woman. So challenging the societal values may not be such a bad idea. Now, the other thing that, so I take that as a positive sign. What happens very often when we talk about the personalized health and the big data and the computations and all that's coming to us, it is presented as a Faustian bargain,
we are going to sell our soul in order to get a few more years of life. And I think that's problematic because it doesn't have to be in this polarized way. It's either that or the other. Now, yes, again, we have the pressure. Some of our values, like our privacy, our autonomy, our solidarity, maybe even our freedom, are shaking and are under pressure, but that doesn't mean that we would have to replace them. We have to reflect on them, and maybe what we have to do is to find different processes than the ones we have so far developed that can address those basic values. So it is about defining together what our good life is and how those values that matter to us can be respected and can be adhered to. And that, again, gives me less of a feeling of despair that all is going to be so dramatic. Now, again, more specifically maybe to the personalized health and specific values that I think they are at stake, I think they come in two clusters. First, how we're going to get there. We heard today about all the data and potential access to data and whether we have to donate them or not, etc. And then there's this other part, which is who is going to benefit from the outcome that's coming out of those developments. Very often when we debate in the Faustian bargain motto, we focus on the one side, and it is what we're going to give up in order to have some benefit that we don't know to whom is going. And I think a much healthier debate is looking at the whole spectrum. So it is things that we have probably to give up or to revise, but the question is not simply what the benefit is going to be, rather how this benefit is going to be distributed. And we don't have a fabulous record in fair distribution of scientific benefit. You can look globally, you can look at nations. I think what's happening with these very powerful technologies is an opportunity to rethink that fairness and how the benefit is going to be distributed. And if you look at this as a continuum, I think there is more possibility to do this right than doing it wrong. Now, in the one last minute that I see over there, I think what gives me a little bit more hope is that the technologies that are having a bad name about what they can do to people, they also give people some new opportunities. So people are connected, they are online. Yes, there's a lot of trouble with that, and there's lots of problems, but they can, through these technologies, also acquire power and engagement. We've seen earlier today the book about the patient we'll see now, and a whole trend in medicine where patients are more empowered, they can have a more active and engaged role in what's happening to them. Citizens can do the same. And so I think it is that empowerment that technology can facilitate and has facilitated to a great extent that can be harnessed in order to decide collectively where we're going with this technology. And I think also in Switzerland specifically, we do see some of those examples where citizens are more engaged, not simply at the political level, we all have to vote and we have to be engaged in the public discourse, but also specifically at what happens in the smaller areas, in data initiatives, in ways with which I think we can contribute into steering this transformation and revolution towards the direction we collectively decide that makes sense for us, and the one that it's more fair for everyone. I only went 21 seconds extra. Thank you.